Verquin Vattebled. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale Hauts-de-France de la Banque de France qui collecte des données et se charge de financer les plans de relance de projets de réindustrialisation au niveau régional. Et durant ce talk, vous allez nous faire un état des lieux et nous parler des dynamiques économiques de la réindustrialisation locale. Bonjour. C'est à vous. Merci à tous. Vous m'entendez? C'est bon? Alors, je dois avoir un support. Alors, est-ce qu'on peut le... Est-ce que je peux avoir le retour sur le support? Voilà, parfait, super, merci beaucoup. Écoutez, déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ce lieu que je ne connaissais pas, que je découvre. Alors, ce lieu est un peu magique parce qu'on voit bien l'ADN de cette région sur le plan industriel et l'ADN tout particulièrement dans l'industrie textile sur cette région et sur Roubaix. Voilà, donc effectivement, moi, je suis directrice régionale de la Banque de France dans les Hauts-de-France. Et donc, je vais vous faire une présentation un peu macro et économique de notre vision à nous sur l'aspect, je dirais, industrie et l'aspect économique dans la région, avec un petit retour sur ce qui s'est passé en 2020 et puis les prévisions qu'on peut avoir sur 2021. Alors voilà, je vous ai mis d'abord un slide qui est effectivement très, très macro, puisque là, c'est l'évolution du commerce mondial en 2020 et le rebond en 2021. Je crois que c'est important de commencer par ce slide, parce qu'on voit bien les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, notamment en termes d'approvisionnement. On les voit très bien, très clairement indiquées sur ce slide. Vous voyez qu'en 2020, on a eu un gros plongeon, un grand creux de vagues qui a été extrêmement brutal et quasiment synchrone finalement, même si effectivement la crise a commencé en Chine et s'est propagé très rapidement à l'ensemble du monde avec un peu de décalage. Mais dans les faits, il y a eu un gros choc d'arrêt sur le commerce mondial et l'activité. Et en France, ça a été particulièrement le cas, puisqu'en fait, on a eu une gestion assez stricte sur le plan sanitaire de la crise, en tout cas sur la période mars-avril 2020. Et puis, vous voyez que finalement, le creux qu'on a connu en 2020, sur un temps finalement très rapproché, s'est traduit par une reprise très forte, beaucoup plus forte d'ailleurs que ce qu'on pensait, ce qui explique en grande partie aujourd'hui les difficultés qu'on rencontre, notamment dans l'industrie, dans le manufacturier, avec les difficultés d'approvisionnement, parce que finalement, quand on arrête une entreprise, eh bien, elle ne tourne plus, ça se gère, et on l'a plutôt bien géré en France avec toutes les mesures d'aide, et on y reviendra. Par contre, quand ça repart très très vite, on n'a pas forcément une élasticité complète quand ça redémarre, d'où les soucis qu'on a aujourd'hui sur le sourcing. Et encore, je pense que l'industrie textile n'est pas forcément la plus heurtée par ces problèmes d'approvisionnement. On a des secteurs qui sont beaucoup plus en état de choc par rapport à ça. Voilà, donc après cette partie très macro, on va revenir sur 2020. Alors, je vous ai juste mis ce slide pour vous dire que tout ce que je vais vous donner sur 2020, ce ne sont pas des sondages qu'on a opérés, ce n'est pas du déclaratif. On a vraiment traité les bilans, puisqu'à la Banque de France, on cote toutes les entreprises qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires, donc on descend assez bas. Et par exemple, sur les arrêtés 31/12/2020, voire quelques arrêtés postérieurs, on les a déjà traités. Donc vous voyez, dans les Hauts-de-France, on cote un peu plus de 20 000 entreprises, et dans les faits, on a déjà rentré quasiment, on a rentré plus de 18 000 bilans. Donc les données sur 2020, c'est vraiment du réel. C'est ce qu'on a observé dans les bilans des entreprises. Alors, tout d'abord, sur le chiffre d'affaires. Donc, sur l'industrie, vous voyez, on a un vrai plongeon du chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. Vous devez être un petit peu surpris, parce qu'on a toujours dit que finalement, l'industrie s'en était plutôt bien sortie par rapport à d'autres secteurs. L'industrie, hormis la période où on a été fermé sur la première vague du printemps 2020, l'industrie, après, a tourné. Le manufacturier a plutôt bien tourné par rapport à ce qui était le cas dans le commerce qui était fermé ou les services qui étaient fermés. Mais dans les faits, dans l'industrie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas une élasticité à la hausse qui est très très forte. Et ce que vous voyez là, les 9% de baisse dans l'industrie, ce qui ne s'est pas complètement avéré d'ailleurs dans le textile et l'habillement. Vous voyez, je vous ai rajouté spécifiquement pour aujourd'hui une petite pastille sur les entreprises du secteur du textile. Elles ont un petit peu rattrapé, elles n'ont pas plongé autant que dans l'industrie. Mais dans l'industrie, quand même, ce plongeon que vous voyez sur 2020, c'est juste la traduction concrète des usines et des entreprises qui ont été fermées pendant plusieurs semaines au printemps. Et il n'y a pas eu un rattrapage, évidemment, puisqu'on ne peut pas tourner à 120% dans l'industrie, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est juste une règle de 3 quasiment, le moins 9%, c'est une règle de 3 par rapport aux semaines qui ont été fermées en mars, avril. Et aussi, on sait aussi que dans l'industrie, parfois quand on redémarre, ce n'est pas parce qu'on relance les lignes le matin qu'elles sont opérationnelles à 100% le soir, notamment dans l'industrie lourde. Alors, sur la rentabilité, alors là, c'est vraiment la très bonne surprise qu'on a eue en 2020.
c'est-à-dire que finalement, vous voyez, donc on a l'industrie, mais c'est un peu le cas aussi dans les autres secteurs, mais c'est particulièrement vrai dans l'industrie. Dans les faits, il n'y a pas eu d'impact sur la rentabilité des entreprises. Alors, je parle bien en moyenne, ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on n'a pas des entreprises, d'un côté, qui ont plutôt mieux tourné, parce que certaines entreprises étaient du bon côté de la force en termes d'activité par rapport à ce qui s'est passé en 2020. Par contre, on a aussi des entreprises qui ont souffert, hein, c'est très clair. Mais en moyenne, finalement, en France, avec l'ensemble des mesures qui ont été mises en place, notamment l'activité partielle, qui a été particulièrement efficace. Hein. On avait tiré les leçons de la crise précédente, la crise de Lehman Brothers, où l'Allemagne avait mis en place une activité partielle très soutenue et ça lui avait permis de sortir plus vite de cette crise. Ça n'avait pas été notre cas à nous, on y reviendra après sur le chômage. Dans les faits, on a tiré les enseignements de la crise précédente et on a mis en place une activité partielle qui a été très forte, qui a permis aux entreprises finalement de ne pas souffrir autant que ça aurait pu être le cas pendant cette période compliquée. Et puis on a eu aussi pas mal d'accompagnement sur les fonds de solidarité. Donc là, ça a quand même été la bonne surprise, c'est que sur les bilans 2020, finalement, la rentabilité a été en grande partie sauvegardée. Alors, par contre, sur l'endettement, là, ça ne vous surprendra pas. Vous voyez, on va regarder essentiellement les trois premières courbes. Vous voyez, l'endettement, là, on a l'endettement financier sur les fonds propres. Dans les faits, bien sûr, on a une hausse de l'endettement sur l'année 2020, puisque vous savez qu'une des autres mesures qui a été mise en place et qui a aussi été très efficace, ce sont les PGE, les prêts garantis par l'État. Au niveau national, on a quand même distribué, les banques ont distribué 140 milliards, on va être quasiment à 140 milliards de PGE distribués. Dans les Hauts-de-France, c'est un peu plus de 8 milliards. Donc forcément, ces 8 milliards qui ont été distribués, on les retrouve dans les comptes. Et on a là aussi des entreprises qui quand même sortent des bilans où le taux d'endettement est en hausse. Mais alors, je vous ai mis ce graphique qui est intéressant, c'est parce que le graphique précédent, c'était de l'endettement brut. En gros, regardez l'endettement rapporté aux fonds propres. Ici, je vous ai mis ce qui s'est passé finalement, c'est que les entreprises sont venues chercher du PGE. Le PGE, vous le voyez, c'est en fait, l'endettement est en négatif. Hein, c'est en dessous de ma barre. Voilà, ça, vous avez l'impact du PGE. Vous voyez, le T2 2020, on a une grosse percée de l'endettement parce que les entreprises étaient un peu en panique et sont venues au guichet des banques chercher du PGE pour préserver leur trésorerie, puis elle ne savait pas combien de temps ça allait durer. Hein. Je pense qu'en avril-mai, on ne savait pas de quoi serait fait l'avenir. Donc voilà, donc on a eu une grosse distribution du PGE, essentiellement concentrée sur la fin du T1 et sur le T2 2020, d'où l'aggravation de l'endettement. Mais au-dessus, ce sont les barres au-dessus, les barres dans le positif, c'est la situation de trésorerie des entreprises. Donc là aussi, je suis en moyenne. Ce qui fait que ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'entreprises n'ont pas touché à leur PGE. Elles sont allées au guichet, elles sont allées chercher du PGE, et puis finalement, on retrouve ce PGE dans leur trésorerie. Ce qui veut dire qu'au niveau national, l'endettement net, en gros, c'est l'évolution de l'endettement moins les trésoreries. Finalement, l'endettement net n'a progressé que de 1 milliard à peu près. Voilà, donc par rapport aux 140 milliards de PGE distribués, preuve que finalement, là aussi, même si on a une vision un peu déformée du taux d'endettement, on a plutôt des entreprises qui sont en situation de très bonne liquidité, avec des trésoreries qui sont extrêmement souples. Alors, sur les effectifs, là aussi, plutôt bonne surprise. Alors, peut-être que je vais prendre un peu de champ par rapport à l'évolution des effectifs dans l'industrie. D'une des interventions précédentes à laquelle j'ai assisté, j'entendais qu'on parlait de l'évolution des effectifs dans l'industrie. C'est vrai qu'on a enchaîné un certain nombre d'années où on avait systématiquement des baisses d'effectifs dans l'industrie, en France, et puis dans la région des Hauts-de-France. Depuis quelques années, les choses s'étaient stabilisées. On était plutôt avec des effectifs stables, voire en légère progression dans l'industrie. On sentait qu'on était arrivé peut-être à un plus bas et on était en train de remonter déjà avant l'impact de la crise Covid. Alors là, évidemment, on a une inflexion quand même sur 2020. Vous voyez, dans l'industrie, on est à moins 0,9%. Mais là, on voit quand même tout l'effet des mesures qui ont été mises en place, l'activité partielle, le fait qu'on a bien soutenu les entreprises, puisque, souvenez-vous, la baisse du chiffre d'affaires était de 9% dans l'industrie et dans les faits, on a moins 0,9% sur les effectifs sur 2020. Donc on a vraiment, je dirais, sauvé les meubles en termes de préservation de l'emploi, de préservation des compétences. Et ça, c'était vraiment déterminant pour que les entreprises puissent redémarrer très vite avec les compétences préservées, prêtes à redémarrer. Donc évidemment, on a plutôt une bonne surprise sur l'emploi. On a fait, entre guillemets, que moins 9% sur l'année 2020.
Alors oui, alors je vous ai mis, justement pour donner un petit peu plus de champ, pour voir, là vous avez, c'est très macro, mais ça vous donne vraiment la comparaison entre les deux crises. Parfois on compare la crise qu'on a connue, qui fondamentalement n'a rien à voir, la crise de 2008-2009, Lehman Brothers, qui était une crise financière, qui est devenue une crise économique. Là on a eu une crise sanitaire qui est devenue, je dirais, un choc économique qu'on est en train de traiter. Donc vous voyez, je vous ai juste mis cette courbe parce qu'elle est très intéressante. Vous voyez l'impact de la crise précédente sur le chômage. En gros, on avait un taux de chômage qui a baissé jusqu'à la crise de Lehman Brothers. On était quasiment à un plus bas en termes de chômage. Et là, on a eu le coup d'arrêt avec la crise de 2008-2009. Et là, on a eu un taux de chômage qui a augmenté presque de manière continue jusqu'après la crise des dettes publiques, 2012, 2013, 2014. Et c'est à partir de 2014 qu'on a commencé progressivement à baisser le taux de chômage jusqu'à finalement la crise du Covid. Et là, regardez, c'est très intéressant de voir l'impact 2020-2021. Finalement, sur cette crise Covid, c'est très court. C'est-à-dire qu'on a une dégradation du taux de chômage, un peu flash, voilà, sur l'année 2020, et on est déjà de nouveau en train de baisser. Et aujourd'hui, vous le savez, on est revenu à un taux de chômage ISO, enfin on a un taux de chômage aujourd'hui qui est à l'identique de ce qu'il était avant la crise du Covid. Donc on a eu un petit choc 2020, voilà, et on est déjà en nette amélioration sur 2021 parce que les entreprises ont repris très très vite. Aujourd'hui, on a une croissance qui est très rapide, j'y reviendrai. Et aujourd'hui, le sujet, moi je ne croise pas une entreprise qui ne se plaint pas d'avoir des difficultés de recrutement. Voilà. Donc on est déjà revenu sur une problématique qui est plus une problématique de recrutement. Alors maintenant on va parler de prévision. Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit là, quand je vous parlais de 2020, je vous disais c'était du réel, de l'observer dans les bilans. Évidemment, en 2021, nous n'avons pas les bilans en 2021. Par contre, on a mené une enquête auprès des entreprises. Et puis cette enquête, elle est très récente parce qu'on a interrogé les chefs d'entreprise fin août, début septembre. Donc c'est des atterrissages qu'on leur a demandé sur l'année 2021. Donc là, c'est du déclaratif, mais c'est très frais. Et on a vraiment interrogé les entreprises pour avoir leurs prévisions 2021. Voilà, alors je vous ai mis, alors ces graphiques, je vous les commente, c'est un peu chargé, mais je vous donne un peu les éléments. Premier graphique, c'est intéressant, c'est la situation des capacités de production. Aujourd'hui, on est revenu à un taux d'utilisation des équipements qui est identique à ce qu'il était avant la crise du Covid. Donc là, on est aujourd'hui à un niveau qui est assez satisfaisant. Vous voyez, on a la moyenne de longue période, c'est la barre droite. On y est, donc on est revenu aujourd'hui en instantané. Les entreprises ont retrouvé des utilisations de capacités de production ISO par rapport à la crise avant la crise du Covid. Le slide du milieu est assez intéressant. Vous avez d'un côté la courbe rouge qui est l'évolution des carnets de commandes. Donc vous voyez, on a vraiment là aussi, vous êtes à fin août. On est en train d'interroger les entreprises sur septembre, donc j'ai pas encore les données sur septembre, mais je pense qu'on sera un peu du même, ça sera un peu du même acabit. En fait, on est là sur un niveau très fort. Donc les carnets de commandes sont très toniques. Les entreprises ont vraiment une demande qui est très soutenue. Et par contre, vous voyez, le niveau des stocks est très bas. On est quasiment au plus bas. Donc aujourd'hui, on a un vrai souci sur les approvisionnements et on est vraiment en flux tendu. On a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent aujourd'hui en flux tendu. Et puis sur la droite, vous avez à la fois la situation des effectifs et puis surtout, vous voyez en fait l'évolution des prix. Et aujourd'hui, on a une tension sur les prix des appros. C'est la loi de l'offre et la demande. Comme on a un souci avec une demande qui est bien plus élevée que l'offre, forcément, on a des tensions sur les prix. Alors là, on est sur les prévisions pour 2021. J'ai pas pu distinguer parce qu'on on peut pas, enfin, on est sur la région des Hauts-de-France et donc on ne peut pas être transparent en termes de nombre d'entreprises. L'industrie du textile se retrouve dans la barre de droite, dans les autres produits industriels. Donc vous voyez que globalement, dans Total Industrie pour 2021, on est sur une progression des chiffres d'affaires attendus à plus de 5%. Donc c'est une reprise qui est extrêmement tonique. Et dans l'industrie textile qui est dans la barre de droite, on est quasiment à plus 8%. Une reprise très forte, c'est vraiment très très fort. Et globalement d'ailleurs, sur l'évolution du PIB, en France, on a eu un plongeon de quasi 8% sur 2020. Et depuis le début de l'année, on revoit toujours nos prévisions pour 2021 à la hausse. Chaque trimestre, on réactualise nos prévisions. Et les dernières prévisions nous annoncent plus 6,3 sur l'année 2021. On pense même qu'on aura retrouvé le niveau de PIB fin 2021, alors qu'on pensait le retrouver plutôt le niveau de PIB d'avant le Covid. On pensait le retrouver mi-22. Et en fait, on a gagné 6 mois. On a retrouvé le niveau de PIB. On pense retrouver le niveau de PIB fin 2021 avec 6 mois d'avance. Donc, on a vraiment une énergie qui est assez impressionnante dans le secteur de l'industrie. Pas que dans l'industrie, mais dans l'ensemble des secteurs.
Voilà, alors prévision des effectifs, alors là aussi, regardez, c'est voilà, c'est un chiffre qui fait plaisir à voir. Dans l'industrie, souvenez-vous, moins 0,9 sur 2020. Et là, dans le total industrie, on a une prévision de 4% de progression des effectifs sur l'année 21. Et là, j'insiste bien, je suis à l'échelle des Hauts-de-France. Voilà. Et dans le secteur, donc, où le secteur textile, qui est un peu noyé dans la masse de la barre de droite, on est également à plus 4%. Donc là aussi, on a vraiment des prévisions de recrutement dans l'industrie qui sont sympathiques. Et il y a un petit moment qu'on n'avait plus vu ça dans le secteur de l'industrie. Alors, les investissements, alors ça, c'est encore, je dirais que c'est vraiment la variable encore la plus réjouissante. Sur l'ensemble de l'industrie, on a des niveaux d'évolution d'investissement prévus à plus 10%. Alors, évidemment, il y a un petit peu un effet d'optique, parce que sur 2020, évidemment, on n'a pas investi à la hauteur de ce qu'on prévoyait. Il y a eu ce coup d'arrêt du printemps, et puis on a même des entreprises qui, bien sûr, par crainte, ont un peu mis un petit coup de frein sur les investissements. Quand on ne sait pas, on est prudent sur les investissements. Et puis même sur 2020, même les entreprises qui voulaient investir avaient même du mal à sortir les investissements parce que en fait, les entreprises ne travaillaient pas, les entreprises du bâtiment s'étaient arrêtées. Tout a été compliqué en 2020. Donc je pense que sur 2021, clairement, il y a un effet rattrapage. Voilà, comme on compare 2021 par rapport à 2020. Mais il y a quand même une dynamique qui est très forte. Tous les banquiers, parce que ça, on les rencontre beaucoup, tous les banquiers nous disent qu'aujourd'hui, il y a une demande qui est extrêmement forte en termes d'investissement. Et dans l'industrie, là aussi, pour rebondir sur ce qui se disait dans les interventions précédentes, il faut savoir que l'industrie, c'est vraiment le secteur le plus capitalistique. Voilà. C'est très bien d'avoir une hausse des investissements dans le commerce, quand on refait les boutiques, ou dans les services. Mais dans les faits, c'est vraiment dans l'industrie où on investit le plus. La masse en valeur absolue d'investissement dans l'industrie est évidemment sans commune mesure avec ce qu'on voit dans les services ou dans le commerce. Donc la petite parenthèse un peu macro, dans le PIB, en gros, dans l'évolution du PIB en proportion, la consommation des ménages, c'est un peu plus de 50%. Donc quand on parle de l'évolution du PIB, produit intérieur brut, on a un peu plus de 50% de consommation des ménages. L'investissement, c'est quand même 14%. Voilà, ça pèse 14% dans le PIB. Donc voilà, donc d'avoir de l'industrie, ça veut dire qu'on a beaucoup d'investissements. Et donc quand on a des investissements qui progressent, ça dope le PIB. Il y a un effet de second tour. Je veux dire, quand l'industrie produit, c'est dans le PIB, bien sûr, parce que ce qu'elle vend, c'est dans le PIB, mais l'industrie investit beaucoup. Et quand elle investit, c'est des commandes. Voilà, c'est un effet de second tour, puisque quand on remet en place une ligne de production, quand on crée un nouveau hangar, une nouvelle usine, c'est des investissements. Et donc ça aussi, ça donne du travail à d'autres entreprises. C'est ce qu'on appelle un peu l'effet de second tour. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment des prévisions qui sont extrêmement réjouissantes sur les investissements. Alors là, je vous ai mis ce focus-là, c'est parce que nous, à la Banque de France, on centralise les dépôts et crédits des banques commerciales. Et là, c'était pour vous un peu croiser avec ce que nous avaient déclaré finalement les entreprises. Vous voyez, ça, ce sont les encours, en fait, des encours de crédit d'investissement. C'est ce que les banquiers nous déclarent. Alors là, il y a un petit effet retard parce qu'on est à fin juillet, c'est le temps de collecte. Vous voyez, à fin juillet, quand on prend la France, quand on prend la France de province ou quand on prend la région des Hauts-de-France, vous voyez, donc on est, comparé à N-1, on est à plus 8%. Donc on a plus 8% de crédit d'investissement. Voilà. Donc ce qui confirme bien qu'il y a un sous-jacent qui est très fort en termes d'investissement. Et puis alors, un petit focus aussi sur les taux d'intérêt, parce que ça, on le suit de près. Voilà, donc on vous a mis les taux. Aujourd'hui, vous savez que les taux sont extrêmement bas. On ne peut plus tellement baisser. Aujourd'hui, en moyenne, du financement d'investissement, toute maturité confondue, on est autour de 1%. C'est très, très bas. Et puis, j'insiste sur le fait qu'en France, il y a une concurrence qui est assez forte, qui est saine d'ailleurs, au niveau des banques. Donc les taux, même quand on compare par rapport aux taux d'autres pays, on a souvent les taux de financement les plus bas. Donc aujourd'hui, des taux bas, beaucoup de liquidités. Nous, Banque Centrale, on en sait quelque chose puisqu'on refinance les banques. On est grossiste et on a un réseau de détaillants que sont les banques commerciales. Enfin, très clairement, aujourd'hui, une entreprise qui a un projet qui tient la route, elle trouve forcément du financement. Parce que les banques elles-mêmes ont beaucoup de liquidités. Elles souhaitent prêter, c'est leur business model, c'est leur activité à elles. Pourquoi une banque ne prêterait pas? Les banques veulent prêter parce que c'est leur activité. Et aujourd'hui, les taux sont très, très bas. Ce qui veut dire que quand on parle de ROI, de retour sur investissement d'un projet, évidemment, c'est plus facile de rentabiliser un projet d'investissement quand les taux sont à 1% que quand ils sont à 4-5%. Forcément, c'est moins exigeant. Et donc aujourd'hui, je pense que tout projet qui est à peu près structuré, qui est bien construit, forcément trouve un financement.
Alors l'inflation, je vous en dis quand même 2 mots parce que en plus c'est notre sujet à nous. Nous on a un objectif à la Banque de France, hein, c'est à la Banque centrale, à BCE, c'est la lutte contre l'inflation et faire en sorte que l'inflation soit autour de 2%. Pendant longtemps on a eu un sujet parce qu'on était plutôt même en déflation. Vous le voyez quand par exemple si vous regardez la zone euro, c'est le bleu. Vous voyez que les niveaux d'inflation en 2016-2017, notre problématique à nous, c'était pas problème d'inflation, c'était le problème de risque de déflation. Voilà. Aujourd'hui on est sorti de là, on a un vrai pic d'inflation, vous le savez, hein, ces derniers mois, l'inflation accélère. Toutes les entreprises se plaignent des soucis d'approvisionnement et de hausse des prix. Hein. Le prix des conteneurs a explosé, le prix du fret a vraiment explosé. On a l'énergie aussi qui booste énormément. Mais tout ça, c'est vraiment à corréler avec le premier slide que je vous avais montré, c'est-à-dire que quand le commerce explose, en plus, on sait que par exemple en Asie, ils ont une gestion un peu en stop and go. Vous avez vu, ils ont fermé un port chinois parce qu'il y avait eu quelques cas de Covid. Ils ont une gestion quasiment de Covid 0. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ferment des usines ou ils ferment un port à partir du moment où, par exemple, il y a une nouvelle... ils détectent quelques cas de Covid. Donc, en fait, quand on ferme un port en Chine pendant quelques semaines, c'est juste une catastrophe en termes de fluidité des échanges. Et tout ça perturbe énormément. Mais pour nous, ce phénomène qu'on observe aujourd'hui, en fait, c'est une maladie enfin, je dirais, c'est un problème de bonne santé, finalement. C'est juste parce que la demande, elle est trop forte par rapport à l'offre. Voilà. Donc, finalement, c'est pas si grave que ça. C'est quand même très enquiquinant pour les entreprises. C'est compliqué à gérer. C'est compliqué pour les entreprises qui doivent faire, par exemple, leur grille tarifaire pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'elles mettent comme prix, comment les prix vont évoluer en 2022. Mais pour nous, c'est temporaire. Et dans toutes les autres crises qu'on a observées, à chaque fois qu'il y a eu une phase de relance, on a toujours observé ce phénomène un peu de stop and go et de boost sur l'inflation. Ça va se réguler. Pour nous, c'est temporaire. Maintenant, je ne sais pas combien de temps cette bosse, quelle va être la hauteur de la bosse et la durée de cette bosse. Voilà. Mais probablement, en tout cas, qu'en 2022, on reviendra sur une inflation beaucoup plus raisonnable, en dessous de 2%, idem en 2023. Voilà, il faut juste patienter un peu et que les choses se régulent. Voilà, donc la question, je ne m'attarde pas plus que ça, mais voilà, aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on ne serait pas à un pic et est-ce qu'on ne va pas amorcer une détente sur les prix? Bon, c'est un petit peu compliqué de le dire, mais les prochains mois nous le dirons. Voilà, donc par contre les difficultés d'approvisionnement, voilà, je vous ai quand même mis un focus, on interroge les entreprises sur le sujet. Je vous ai mis donc un petit encart sur habillement, textile. C'est pas votre secteur qui est le plus touché quand même. Hein. On a un peu plus d'un tiers des entreprises qui se plaignent de problèmes d'approvisionnement, mais vous savez que le sujet aujourd'hui, c'est notamment l'industrie automobile. Regardez la première ligne sur l'industrie automobile. Alors eux, c'est juste une catastrophe en termes de difficultés d'approvisionnement sur des cartes électroniques, des puces, etc. C'est juste l'enfer. Voilà, dans votre secteur, c'est peut-être un peu moins marqué de par la nature des approvisionnements. Voilà, et alors, autre point, voilà, je voulais juste rebondir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur la partie, je dirais, le Made in France et le retour de production chez nous. Je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus, et dans l'industrie automobile, notamment aujourd'hui, il y a pas mal de réflexions sur le plus jamais ça. Hein, c'est comment on peut faire pour qu'on n'ait pas ce problème de chaîne de valeur complètement découpée, et le fait qu'à un moment donné, on ne puisse pas sortir une voiture juste parce qu'en fait, il manque une puce électronique pour le siège chauffant et qu'on doit attendre une semaine pour la dernière puce pour pouvoir livrer la voiture avec toutes les options. C'est juste un truc incroyable. Donc ça, il y a vraiment des réflexions sur le plus jamais ça. En même temps, clairement, on ne peut pas tout reproduire chez nous. On ne peut pas cultiver le grand renfermement. Hein. Je crois que c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste une réflexion à faire sur les éléments essentiels des chaînes de valeur. Et puis, si on reproduisait tout chez nous, aujourd'hui, on a une vraie difficulté sur les recrutements. Voilà. Donc tout reproduire chez nous, ça veut dire aussi trouver les bras pour aller mettre sur les machines. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet. Ce n'est pas le problème du chômage, c'est un problème de recrutement et de formation. Voilà. Donc là aussi, je pense que tout ça doit être bien dosé et bien calibré. Voilà, il ne faut pas se mettre des objectifs inatteignables. Voilà, moi j'en ai fini pour ma partie, qui était très macro par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc je ne sais pas si on a encore un petit moment pour les questions. Oui, merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Est-ce que vous avez éventuellement des questions dans le public? Non, pas de questions. Ah, on a des questions sur Internet, j'arrive. Ah, d'accord. Alors, on a une question. Est-ce que les taux bas sont incompatibles avec l'inflation? Alors, c'est le sujet le plus compliqué qu'on a à gérer aujourd'hui.
Alors oui, effectivement, on a cette difficulté parce que dans les faits, vous savez que la Banque centrale est totalement indépendante, hein, la BCE est totalement indépendante. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour faire en sorte qu'on conduise la politique monétaire, les injections de liquidités, le pilotage des taux. On le fait de manière indépendante, en tenant compte notamment des conditions de marché. Ce que l'on veut, c'est qu'on ait de la monnaie de qualité suffisante et avec des taux qui permettent le financement des acteurs économiques, les particuliers, pour les investissements immobiliers ou les entreprises. Donc, on est complètement indépendant et aujourd'hui, on a un vrai sujet, effectivement, avec la hausse de l'inflation. À un moment donné, si l'inflation est vraiment la traduction durable d'une surchauffe très forte sur les marchés, et on sait que l'inflation, au bout d'un moment, on peut avoir un risque, ce qu'on appelle d'inflation chaînée, c'est-à-dire prix-salaire, 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 avec un cercle vicieux qui se met en place. Notre outil de politique monétaire à nous, c'est de freiner, voilà, de freiner ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de freiner les injections de liquidités ou de freiner et d'aller jusqu'à remonter les taux. Voilà, c'est les outils habituels que l'on utilise quand on veut lutter contre une surchauffe, et la surchauffe se traduit souvent par de l'inflation. Donc aujourd'hui, on se dit, mais est-ce qu'on ne doit pas remonter les taux ou freiner en tout cas nos injections de liquidités? En même temps, et je vais prendre le en même temps, on a deux sujets. Effectivement, on a les États, vous le savez, avec le choc qu'on a vécu en 2020. Ce sont les États ils ont joué leur rôle. Ils ont été en backup et ils sont venus en secours. Et ça évidemment, ça a laissé quelques traces, puisque vous savez que par exemple en France, le taux d'endettement public est passé de à peu près 100%. On était à peu près à 100% avant de rentrer dans la crise, à quasiment 115%. Donc aujourd'hui, on a un vrai sujet de refinancement des États, de la dette publique. Et évidemment, c'est toujours plus facile de refinancer de la dette quand les taux sont extrêmement bas. Mais en même temps, il n'y a pas ce qu'on appelle de domination budgétaire, c'est-à-dire que la politique monétaire est indépendante et elle n'a pas à tenir compte des problématiques, on va dire, de refinancement de l'État. Mais je veux dire, mais quand même, aujourd'hui, on sait bien que c'est plus facile de lisser l'impact de la dette publique avec des taux très bas. Donc, on est un peu pris entre deux feux. Et puis, en même temps, là encore, le en même temps, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a une reprise qui est très forte. Il y a un petit zeste d'euphorie aussi, hein, on le sent bien. Je pense que on parlait tout à l'heure de bouillonnement. Je crois qu'il y a un côté, on a tous envie d'oublier l'année 2020. Il y a un petit côté Movida. Enfin, je ne sais pas, moi, quand je croise les chefs d'entreprise, là, il y a un petit peu envie de se refaire, entre guillemets. Donc, mais c'est quand même un peu fragile. Voilà, cette reprise, elle est quand même fragile parce qu'elle fait quand même suite à un choc où certaines entreprises, même si la plupart sont plutôt bien sorties, on a des entreprises qui ont été un peu fragilisées, qui sortent avec de l'endettement, un bilan un peu plus abîmé avec pas mal de dettes à rembourser, et notamment les PGE. Donc, on n'a pas forcément non plus envie aujourd'hui de casser la reprise en freinant sur le plan monétaire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un dosage et notre pari aujourd'hui, c'est que cette inflation, elle est temporaire, elle est vraiment liée à un désajustement temporaire entre l'offre et la demande, que tout ça va se réguler et que dans les faits, on va pouvoir, je dirais, enchaîner avec une politique monétaire, je dirais, progressive et pas avoir la nécessité de freiner très fort en freinant sur les injections de liquidités et en remontant brutalement les taux. Ce n'est pas du tout notre scénario central. Le scénario central, c'est que l'inflation va rentrer dans son lit tranquillement, on va dire, en 2022, et que nous, Banque centrale, on ne sera pas obligés de freiner trop fort sur la politique monétaire et donc ne pas remonter les taux. Mais c'était une question compliquée. Merci beaucoup d'avoir répondu. Est-ce que vous aimeriez faire un mot pour conclure votre présentation? Écoutez, non, encore pour vous remercier. Hein. Je crois on a vraiment des bonnes surprises sur le front de la croissance, de l'emploi. Donc je pense qu'il faut pas gâcher. Il faut vraiment profiter de ce moment un peu magique, on va dire, d'avoir à la fois une énergie très forte qui est revenue, des investissements importants et puis des conditions de financement qui sont extrêmement favorables. Donc je pense qu'il faut vraiment... On a un peu les planètes alignées, donc il faut en profiter.